là, on est une génération de gens vivants. Et c'est Obama qui dit, on est probablement la dernière à pouvoir agir sur les enjeux du dérèglement climatique. Et le seul sujet, c'est qui est vivant maintenant. On est dans un monde où on se met facilement en colère, et tant mieux, mais juste qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on transforme ça en quelque chose qui va permettre de fédérer des collectifs et de proposer des solutions. Un élu local qui m'avait dit « Est-ce que ça t'intéresse de transformer ta colère en action ?» Et en fait, ça fait 15 ans que c'est mon leitmotiv. Ah, donc on peut commencer à 15 ans déjà à s'engager dans un conseil municipal et à agir pour sa ville. Il y a une génération qui refuse de choisir entre sens et salaire, qui veut bosser dans le marketing, le numérique et la finance, mais autrement. Ils envoient des CV avec des convictions et des rêves, parfois en guise de lettres de motivation. Et cette génération, Claire a décidé de lui donner un micro, de l'écouter, de la connecter et surtout de la rendre visible. Elle a fondé les Pépites Vertes. C'est à la fois un média, une communauté et un tremplin pour cette nouvelle génération. L'idée n'est pas de faire la leçon, mais de pouvoir leur dire à voix haute, tu peux changer les choses, même sans plan parfait au départ. Et Claire, c'est une autodidacte, une bosseuse, une entremetteuse du climat, comme elle se décrit parfois. Elle aurait pu suivre la voie classique, mais elle a décidé de plutôt écouter ce qui l'a dérangé et de le transformer en énergie collective. Dans cet épisode, on va parler de courage, de dissonance, de réseaux sociaux, de burn-out aussi, et de cette flamme qu'ont ceux qui veulent faire bouger les lignes sans attendre qu'on leur donne l'autorisation. Bienvenue dans l'histoire de Claire Pétreau, une jeune femme qui donne à toute une génération l'envie de tracer son propre chemin vers demain. Bonjour Claire. Bonjour. T'en as pensé quoi de cette introduction? Wow, je suis hyper touchée, je m'attendais pas. C'est hyper touchant, ça résume bien. Et en fait, le mot qui est en ligne rouge de tout ce que... Alors juste, je te tutoie, je te vous vois. On se tutoie. Ah oui, ok. On a commencé tout à l'heure en se tutoyant, on va continuer en se tutoyant. Le mot qui est en fil rouge tout du long de ta présentation, c'est la connexion à mon cœur. Et à la fois ce qui m'a rendue hyper en colère, hyper énervée au tout début, et en même temps ce qui me donne la force de m'engager au quotidien et qui me maintient dans la joie. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de parler des émotions au fur et à mesure de la discussion. Ce mot-clé pour toi qui est important, c'était lequel? Moi, je rentre dans mon engagement par les émotions. Je rentre par la honte, pour être précise. Quand je comprends en 2017-2018 que les humains sont responsables à 100% du dérèglement climatique, et c'est le GIEC qui le dit, je me dis, mais en fait, j'ai honte, quoi. À quel moment, nous qui sommes soi-disant les plus intelligents de cette planète, on a décidé d'auto-détruire notre surface habitable et d'autres espèces. Et donc, je suis vraiment rentrée comme ça en me disant « c'est pas possible ». Et très vite, comme tu l'as très bien dit en introduction, je me suis dit « et en même temps, cette colère, cette énergie motrice, ce truc qui commence à me gratouiller, je vais le transformer en fuel décarboné pour faire des actions et diriger mon énergie vers des choses positives ». Donc, tu es dans l'action pour essayer justement de changer les choses. Alors, avant de parler des Pépites Vertes, de ton livre aussi, Je bosse pour la planète, à destination vraiment de cette nouvelle génération qui veut travailler autrement, j'aimerais comprendre qui est Claire. Parce que tu viens du Maine-et-Loire, près d'Angers, dans une famille de profs et de paysans. C'était quoi l'enfance de Claire? Moi, j'ai la chance d'avoir grandi à la campagne. Donc, petite fille de paysan, on va souvent à la ferme avec ma petite sœur. Donc, forcément, grosse connexion à la nature, au vivant. Mais je m'en rendais même pas compte à l'époque. C'était un peu ma normalité. C'est ton quotidien. Exactement. Ensuite, quand on a des parents enseignants, on les voit aimer transmettre et vouloir outiller les jeunes. Donc, ça fait aussi partie de mon ADN. Et même si j'ai dit que je serais jamais prof et que vraiment je me suis battue pour jamais l'être, en fait, je suis dans la transmission, quoi qu'il en soit. Et puis, j'ai fini quand même par enseigner à droite à gauche. Donc, ça m'a pas perdue. Et mon enfance, du coup, c'est beaucoup d'engagement. Je fais du handball très bien. Je suis aussi arbitre pour aider mon club à faire en sorte qu'on puisse avoir des arbitres sur les matchs. C'est être en colère parce qu'un concert est annulé dans ma ville et du coup rejoindre le conseil municipal des jeunes pour organiser des événements de cinéma plein air pour la jeunesse. Donc en fait très tôt, ça fait quand même 15 ans. Parce que t'avais quel âge pour le conseil municipal? J'avais 15 ans.
Donc on peut commencer à 15 ans déjà à s'engager dans un conseil municipal et à agir pour sa ville. C'était créé pour les jeunes. C'était un élu local qui m'avait dit on a un conseil municipal des jeunes, est-ce que ça t'intéresse de transformer ta colère en action? Et en fait, ça fait 15 ans que c'est mon leitmotiv. Ta colère en action, ça a été en fait une phrase qu'on t'a donnée à un moment qui a été ta colonne vertébrale pour la suite. Ça a résonné de suite. Parce que on est dans un monde où on se met facilement en colère et tant mieux. On critique beaucoup et tant mieux, mais juste qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on transforme ça en quelque chose qui va permettre de fédérer des collectifs et de proposer des solutions. Moi, c'est ma méthodologie, c'est ma philosophie. Donc cette colonne vertébrale de l'engagement, tu l'as toujours ressentie en toi. Est-ce que ça vient aussi de tes parents, peut-être de ta famille, parce qu'on ne naît pas engagé, on le devient. En fait, chez moi, c'est de l'écologie du bon sens. Enfin, c'est vraiment toute petite nous expliquer pourquoi on trie, toute petite nous expliquer pourquoi on éteint la lumière, pourquoi on ferme le robinet. Enfin, en fait, c'est même pas de l'écologie, c'est juste de l'économie d'énergie. Et c'est un respect pour les autres. Je pense plus que même que pour le vivant et la nature. C'est un gros ancrage de toute ma famille dans les quartiers. Nous, on était dans un lotissement, on s'entraide. Les fermiers entre eux, ils s'entraident. Enfin, voilà, c'est plus du faire société que du faire écologie. Et en fait, c'est en ça que moi, je crois que mon écologie est très humaine. Elle est pas tant concentrée sur les tonnes de CO2 ou les espèces qui disparaissent, même si je suis évidemment hyper touchée par l'effondrement de la biodiversité. Mais le sujet, c'est pas les papillons, même si c'est très important les papillons. Le sujet, c'est les humains qui sont responsables et quelle société, quel modèle on crée à l'échelle locale. Et puis moi, j'ai de la chance, j'étais dans une petite ville, donc on connaît tout le monde. Quand on va dans les commerces, on croise des copains, les profs, donc c'est vraiment les humains, en fait, mon leitmotiv. Mais, les humains habitent une planète. Et donc, de fil en aiguille de mon engagement, de mes découvertes, de mes explorations, je réalise que, les humains mettent en danger la planète et qu'on a une responsabilité collective à s'engager pour préserver ça. Pourtant, t'es pas resté dans cette petite ville, hein. J'ai abandonné. Mais pourquoi? Franchement, ça fait partie des choses qui ont été dures pour moi à vivre. Parce que quand je suis partie de Segré à 18 ans, j'en rêvais de partir. Donc, je suis arrivée à Paris et je rêvais de Paris. Vraiment, je regardais tous les films sur Paris. C'était, waouh, les universités, etc. Sciences Po, c'était mon rêve. J'ai eu Sciences Po Paris, c'était vraiment inattendu, inespéré. J'ai énormément travaillé pour l'avoir et je l'ai eu. Rendue à Paris, compliqué parce que j'étais quelqu'un à Segré et j'arrive à Paris et je suis personne. J'arrive dans une école avec des gens hyper instruits, avec une culture énorme que j'ai pas du tout. Et donc d'un coup, à Paris, je suis la provinciale. Et puis quand je rentre chez moi, je suis la parisienne. Et donc je commence à vivre une dissonance de attendez, mais quand je suis dans ma famille, du coup je dois pas être comme quand je suis à Sciences Po, et quand je suis à Sciences Po je dois pas parler comme et c'est là que je pense que je commence à comprendre que chaque humain est d'une complexité magique et magnifique, et que la vie d'adulte commence quand on a décidé d'embrasser tous les bouts de nous, mais qu'avant ça, waouh, il y a des petits conflits internes et des petites luttes qui font que c'est pour ça que le mot que j'ai dit c'est abandonner. Au début j'étais en mode j'ai trahi mon territoire. Comme une trahison, le fait de partir à la capitale. Comment je contribue à faire que ce quartier vive, que la solidarité existe, si en fait je m'amuse à Paris. Donc je m'en suis voulu. La culpabilité. Culpabilité, à fond. Et jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, c'est mon chemin, que je reviens comme je peux, que je contribue comme je peux localement, et que si ça se trouve, en portant des projets à l'échelle nationale, je les ancre aussi dans le territoire. Et quoi qu'il en soit, dans ma manière d'entreprendre par la suite, j'ai été hyper vigilante à toujours rester ancrée dans le sol. Donc voilà, tout le monde joue avec ses parts de complexes, de culpabilité, etc. Et je trouve que c'est quand on commence à les nommer, et c'est pour ça aussi que j'en parle facilement à ton micro, ça aide les gens à comprendre que, rien n'est simple, rien n'est évident. On part d'un endroit de notre enfance, de notre éducation, on arrive à un autre. Parfois, c'est pas exactement le même, et c'est pas grave parce que tout ce qui compte, c'est d'être entier à la fin. Et puis, toutes tes expériences t'aident à construire aussi ce que tu arrives à faire aujourd'hui et à redonner finalement à la communauté que tu adores. Tu t'es sentie soutenue par ta famille quand tu as fait le choix de partir? Ouais. Ils voulaient pas que tu deviennes agricultrice? Non, mais typiquement, ma petite sœur Sarah et son amoureux ont repris la ferme de mes grands-parents et sont devenus agriculteurs. Ils font du maraîchage bio. Et donc moi, je me disais, est-ce que c'était pas ça la bonne chose à faire au vu de ma famille?
Et quand on a grandi ensemble, côte à côte, non, on a compris que c'était juste chacun son chemin, chacun sa manière. Et notre famille nous dit souvent, c'est hyper inspirant. Vous êtes toutes les deux très engagées. C'est pas dans toutes les familles que les deux filles choisissent des métiers dédiés à l'accélération de la transition écologique et de manière aussi différente. Et donc voilà, au fur et à mesure, on a appris à cultiver notre unicité et notre singularité. Et aujourd'hui, c'est cool. Mais pourquoi est-ce que tu as voulu partir à Sciences Po? Est-ce qu'il y a eu une rencontre, une lecture, un événement, quelque chose qui s'est passé, qui a changé ton regard et qui t'a dit c'est par ce chemin-là en fait que je vais pouvoir arriver à m'accomplir en allant à Sciences Po à Paris? Ça a été quoi le déclencheur? Franchement, ce passage au conseil municipal des jeunes, cet élu, Hervé et tous les autres qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé, qui m'ont fait comprendre qu'en tant que citoyenne, je pouvais avoir un impact. Mon engagement dans mon lycée, dans mon club de hand. En fait, moi, j'étais dans un lycée qui ne parlait pas trop de Sciences Po à ce moment-là, mais mon père était prof dans un autre lycée et un de ses collègues lui a dit regardez Sciences Po, ça pourrait, enfin, au vu de la personnalité de ta fille, ça pourrait marcher. Et parce que c'est pas n'importe quelle école, c'est quand tu fais le choix de Sciences Po. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Pour moi, c'est l'école de l'engagement, c'est l'école de, on y apprend l'économie, la sociologie, la science politique, l'histoire, on fait encore des maths, c'est quand même beaucoup dans la continuité du bac ES que je faisais à cette époque-là, économique et sociale. Qui n'existe plus aujourd'hui, RIP. C'est là où on va qu'on est sur notre tranche d'âge. Et on fait du droit. Enfin, quand on est curieuse comme moi et qu'on n'est pas persuadé encore de la carrière qu'on veut, c'est quand même une super option qui garde les portes ouvertes. Par contre, c'est très sélectif et donc ça nécessite de travailler énormément. Et à ce moment-là, il y avait un cursus qui existait, un programme qui existait qui s'appelait les Cordées de la réussite et qui, dans les lycées ruraux ou périurbains, identifiait des personnes qui pouvaient faire des grandes études et qui n'avaient pas forcément l'accès ou la visibilité. Et donc, j'ai visité Sciences Po en terminale avec les Cordées de la réussite. Et une fois que je suis arrivée, c'était absolument évident que c'était l'école dont je rêvais et que j'allais tout donner pour le faire. Et j'ai passé mon année terminale à préparer le bac et les concours. Et voilà, je sais pas, j'étais sûre que c'était l'espace, l'endroit où on pouvait apprendre à devenir un citoyen qui en ferait une carrière de citoyenneté. Et je savais pas encore que j'allais travailler dans l'écologie ou même créer une entreprise, c'était très loin de moi, mais je savais que je voulais tous les jours trouver un métier où tous les jours j'allais être utile, et je partais du principe que Sciences Po était un bon endroit pour ça. C'est très bien dit, c'est l'école pour devenir un citoyen et pour savoir quoi en faire justement d'être ce citoyen français et de pouvoir agir quelque part. Comment ça s'est passé après, une fois que tu as fait Sciences Po? Les pépites vertes, c'est arrivé à quel moment? Comment tout ça a bouillonné en toi? Il y a un moment un peu stratégique dans mon parcours, c'est qu'en 3e année, je pars aux États-Unis, en Floride pour être précise. Et là, c'est pas trop clair l'écolo. C'est plutôt clair qui va l'aventurière qui va aller faire des croisières à Miami. Enfin, c'est très loin de qui je suis aujourd'hui. Et j'en parle pareil pour dire qu'on a tous plein de bouts de vie et que souvent la vraie nous rattrape. Mais à ce moment-là, je suis en exploration. Ouais. Je veux partir, je veux me découvrir, je veux aller aux États-Unis, le rêve à l'américaine. On sait pas trop pourquoi. Avec ma mère, on se dit souvent, mais pourquoi je suis partie là-bas? Mais il y a un cours que j'adore, enfin 2 cours que j'adore. Je fais des études au collège de la communication. J'ai un cours de production télé, donc j'apprends à faire ce que tu fais là, des tournages, à mettre play, etc. Et là, je suis en mode, waouh, qu'est-ce que je m'amuse à faire ça. Et j'ai un cours de studies, media studies, donc études des médias, où le prof me bouleverse mais comme si je le savais pas, en m'expliquant à quel point les médias dessinent le monde. Grâce à plein d'études, à plein de chercheurs, à plein de penseurs et à plein de problématiques sociétales, il nous met sous les yeux à quel point ce qui se raconte à la télévision, dans les journaux, dans la culture, dessine le monde et dessine justement la société, la citoyenneté et les croyances des uns des autres. La fabrique de l'information et de ça. Et là, je commence à devenir passionnée par ce sujet. Et quand je rentre, je me dis, je veux faire un master communication et médias pour pouvoir moi-même devenir une actrice des médias. Et je suis contente d'être au micro d'une femme parce que un des sujets aussi auxquels elle nous sensibilise en tant qu'homme, c'est à quel point les femmes sont moins présentes dans les médias, à quel point il y a moins de journalistes, il y a moins d'invités femmes sur les plateaux
plateaux télé. Et je me dis, c'est injuste. Et comment je peux faire partie des femmes qui osent prendre la parole pour potentiellement inviter d'autres femmes à elles aussi oser prendre la parole, et où sont les problèmes? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Est-ce que c'est systémique? Est-ce que c'est intériorisé, etc. Et donc, j'ouvre la boîte de Pandore et je fais ces études de médias, de communication. Et très vite, en fait, je tombe dans la marmite de la transition écologique avec des stages et des stages et des stages. Mais comment c'est arrivé? Parce qu'en fait, avec ce que tu me dis, c'était pas un enjeu prioritaire à la base. Tu reviens de Folie, tu adores les médias. T'aurais pu faire des choses autour justement du féminisme, choisir peut-être plus les choses par rapport uniquement à l'entrepreneuriat au féminin, par exemple, mais t'as choisi l'écologie. Et il se trouve que dans un de mes cours, Axel Dauchez, qui vient de lancer make.org, intervient et nous présente les enjeux de la civic tech. Et la civic tech, à l'époque, c'était quelle est la promesse du digital et du numérique pour nous permettre d'accéder à plus de citoyenneté. Et donc, il y a tout un écosystème qui se structure d'entrepreneurs et d'associations. Et entre le semestre 1 et 2, je me dis, tiens, je vais aller faire un stage dans une de ces startups. Et je vais en stage dans le Dranche, qui est un média qui propose du pour et du contre à chaque sujet et qui invite les citoyens à lire pour chaque sujet. En ce moment, on en parler sur les sujets pesticides, par exemple. Pourquoi être pour, pourquoi être contre, pour aider, encore une fois, à faciliter l'accès à l'information complexe. Et cette start-up est incubée chez Make Sense. Make Sense, qui est un des gros incubateurs de l'entrepreneuriat à impact en France. Et à côté de moi, il y a Lucie Bache qui lance Too Good To Go et qui, à l'époque, elles sont 3 sur une table de ping-pong, appellent tout Paris pour savoir s'ils ont des invendus de croissants pour le mettre sur leur appli. 2017, on est. Alors, on rappelle ce que c'est Too Good To Go, qui est devenu la plateforme de référence de lutte anti-gaspi pour pouvoir aller collecter les invendus et éviter qu'ils soient achetés à la poubelle. Et Lucie, on est la fondatrice, Lucie Bache. Elle avait 24 ans à l'époque, je crois. Donc, depuis, elle a créé plein d'autres projets. Elle préface mon livre en clin d'œil. Et je tombe dans la marmite. Et donc, à la suite de ça, je fais un stage, je continue mes stages. Et celui qui m'enclenche vraiment la transition écologique, c'est celui à La Ruche qui dit oui. Parce que pendant 6 mois, je suis invitée... donc, c'est là que je décide de faire une césure audacieuse à Angers. On oublie la Floride, là. Les États-Unis, c'est loin. En fait, complètement. Mais c'est l'anti-Floride. C'est ça qui est trop beau. J'adore ma personnalité hyper intense. Parce que un an, je pars aux États-Unis en Floride. L'année d'après, je fais une césure dans le Maine-et-Loire. Et parce que j'avais un profond appel à l'ancrage, au retour à la terre. Et donc cette césure, je la fais à La Ruche qui dit oui pour vendre des produits locaux, développer un circuit de distribution de paniers avec des agriculteurs et des agricultrices du Maine-et-Loire. Et là, je comprends. Et je pense que chacun devrait rentrer dans l'écologie par l'alimentation, parce que je comprends que les enjeux de l'alimentation et de l'agriculture, et pourtant j'étais petite fille d'agriculteur, mais j'avais pas conscientisé à quel point c'était un sujet économique, qui je paye et combien il gagne. C'était un sujet sociétal, quel modèle j'encourage, un sujet sanitaire et de santé. Qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je mange et quel impact ça a sur mon corps, et évidemment un sujet environnemental. Qu'est-ce que ça va donner dans le sol? Qu'est-ce que ça va donner sur les insectes environnants? Et quel sera l'impact, en fait, de la manière dont est produite mon alimentation? Et là, je sais déjà que je pourrai plus jamais revenir en arrière. Et je me mets à entreprendre, en fait. Je suis en stage, mais on me dit, lance une ruche, lance un lieu de vente. Et j'ai 22 ans. Et là, du coup, je fais l'Ouest France, France 3. Je dis, venez acheter les produits de mes agriculteurs. Je rencontre des agriculteurs et des agricultrices. Je suis végétarienne, mais quand même, je vends du porc. Enfin, c'est le début de moi qui reconnecte avec les humains et ma passion pour cette facilité à mettre en réseau. Et voilà, j'appuie sur le bouton et depuis, je crois que j'ai jamais arrêté, en fait. Je suis sur une ligne que je tire, un fil que je tire. Quand t'as démarré, t'as ressenti quoi au fond de toi? Une évidence. Enfin, rien que de t'en reparler, on sent mon enthousiasme. Je me rappelle, j'étais une petite nénette qui arrive de Paris et qui dit bonjour, qui veut des légumes bio. Et ça marchait. Personne n'était choqué. Tout le monde était là, comment on s'inscrit, en fait. Parce que c'était aligné. Et je le dis beaucoup dans mon livre et je le dirai autant de fois qu'il faut. Toute ma vie, toute ma carrière, je suis à la recherche de mon ikigai. Mon ikigai, c'est qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? De quoi le monde a-t-il besoin? Et pourquoi je peux être rémunérée? Et je pense que cette expérience à La Ruche, c'est la première fois où je suis au milieu.
Et du coup, je suis dans un état de flow. Le flow, c'est quand les choses sont si simples, si intuitives que vraiment on est au bon endroit. Et je me dis, waouh, ça va aller du coup. Hein. T'étais sereine. Il n'y avait aucun obstacle possible. Non. Et puis beaucoup d'aide de ma famille. Pour le coup, j'étais dans l'autre partie de ma famille qui habite à Angers. Et ma grand-mère était vraiment mon associée dans ce projet. Et on vendait ensemble. Et ma famille venait à mes ventes. Enfin, il y avait vraiment un truc où... encore une fois, je vivais ma communauté avec beaucoup de sens. Là, tu revenais justement dans cette communauté. Donc, ça retrouvait le sens que tu voulais. Est-ce que lorsque tu as démarré avec ta propre petite ruche, est-ce que justement en face, tu avais du ressenti, des gens qui prenaient ça faisait un peu bobo, qui arrivaient avec ses légumes bio? Comment est-ce que les gens le percevaient quand tu as démarré? Ouais, ça arrive très fréquemment sur tous les sujets d'écologie en général. Pour une raison déjà, c'est que la manière dont on raconte les projets écologiques est parfois entourée d'une espèce de novlangue où en fait on rend pas ça du tout accessible. On parle vraiment avec du vocable de personnes vraiment favorisées, et donc c'est des critiques qui sont légitimes. Ceci dit, les entendre au début c'est très violent. Surtout quand on se lance et qu'on a l'impression de faire les choses justes. Donc, au fur et à mesure, j'ai appris à recevoir, à comprendre d'où ça venait et à créer des argumentaires pour expliquer. Mes argumentaires, en fonction de mes moments de vie, ils ont été différents. Le premier que j'ai envie de dire, c'est il est la responsabilité des personnes qui ont les moyens de mieux consommer, déjà. Parce que eux le peuvent. Donc, c'est quand même pas donné à tout le monde, donc de 1. Et de 2, la responsabilité de l'ensemble de la société de remettre l'alimentation au cœur de la manière de consommer des citoyens et citoyennes françaises et de favoriser l'accès à une meilleure alimentation. Et ça, pour le plus, c'est à l'échelle des politiques publiques et c'est pas à l'échelle de Claire ni de la ruche qui dit oui. Et donc, c'est comment des chèques pour soutenir les personnes défavorisées à manger mieux peuvent être mis en place, comment une sécurité sociale alimentaire peut être mise en place. Et donc là, c'est quel travail collaboratif peut exister entre les différentes parties prenantes pour permettre une alimentation plus accessible. Le troisième que je disais souvent, c'est quelle est la part de l'alimentation dans notre budget en tant que foyer et comment est-ce qu'on remet l'alimentation saine au cœur de ce budget de conso et comment est-ce que en fait on est allé vers une société de loisirs qui fait qu'on consomme plus pour nos loisirs ou pour nos trucs électroniques que pour l'alimentation. Donc comment collectivement on remet le sujet de l'alimentation comme un truc central de la santé des foyers. Mais voilà, ça c'est mon programme pour 2027. Votez Claire. Hein. Genre, c'est plus des sujets que je porte, mais je reste très connectée et passionnée par ces sujets-là parce que franchement, l'alimentation, c'est le cœur. Parce que tu disais quelque chose de très juste tout à l'heure, c'est que cette transition, elle est avant tout sociétale, avant tout humaine, avant tout pour notre santé. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'on en parle justement d'un volet un peu trop environnemental, dans le sens où ça engage un espèce de rejet quand même de la plupart des gens, en disant moi j'ai autre chose à faire en ce moment, il faut que je puisse payer mon loyer, nourrir mes enfants. Effectivement, j'ai des soins, peut-être j'ai une grave maladie, il faut que je puisse payer mes soins, tout ça c'est entendable. Et pourtant, cette transition, c'est aussi pour aider ces personnes qui en ont besoin. Je pense qu'on paye un peu d'un héritage culturel qui fait de l'écologie quelque chose de loin. J'ai souvenir que quand j'étais en CE2 ou je sais plus trop quelle classe, on nous parlait de la couche d'ozone, ou alors on nous parle du CO2, ou on nous parle des espèces qui s'effondrent. Mais les humains, si c'est loin d'eux, ils se sentent pas concernés. Et donc j'ai l'impression qu'on a créé les écolos, l'environnement, la planète, qu'on a distancé ça de nous. Oui, c'est totalement décorrélé de l'être humain. C'est décorrélé. Et que en fait, au fur et à mesure du développement de notre modèle de croissance capitaliste, on a séparé et on a oublié qu'on était en fait des éléments de la nature, on fait partie du vivant. Et que il y a un concept qui s'appelle le One Health qui dit une santé en fait, une santé des humains, une santé des animaux, une santé du végétal, parce que on est tous imbriqués. Et du coup, j'ai adoré rencontrer des personnes qui arrivent facilement à faire le lien entre la santé, la bonne santé
et l'environnement et la préservation de l'environnement et une bonne santé des humains. Et qu'on arrive aussi à oui, c'est peut-être en termes de politique publique, peut-être que c'est des coûts à court terme, c'est un investissement dans la transition écologique, mais à moyen terme, c'est combien de cancers évités et quel sera le coût sanitaire de mauvaise politique publique écologique. Et donc, voilà, encore une fois, moi, je suis pas exactement à cet endroit-là pour être 100% légitime pour porter ce sujet-là. Mais ce que je sais en tant que communicante, c'est qu'on a la responsabilité de relier les problématiques environnementales à la bonne santé et au bien-être des gens, en fait. Oui, parce que ce qui est important, c'est que tu utilises ce que t'aimes, la communication, pour essayer de changer les choses avec justement ce métier-là de communicante. Comment est-ce que les pépites vertes, c'est arrivé? Je sais qu'il y a eu le Covid, entre toutes ces folles expériences avec la ruche qui dit oui et les pépites vertes après. Le Covid arrive. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ouais, alors juste après la ruche qui dit oui, je reprends mes études. Pendant mon master 2, j'arrive pas à ne pas travailler. Oups, fille des profs. Non, je rigole. Et du coup, je trouve syndrome un de stage. La bonne élève aussi, syndrome peut-être. à fond. Je trouve un stage en parallèle de mon master, alors qu'il n'y en avait pas besoin, à Change Now, qui est le plus grand événement mondial des solutions pour la planète. Et je suis recrutée à Change Now. Pendant 2-3 ans, je gère la communication auprès des fondateurs. Le Covid arrive et là, on est au chômage partiel parce qu'on est un événement. Et moi, si on me met au chômage partiel, j'ai du temps. Et si j'ai du temps, j'invente, je crée. Et donc, je réalise qu'il y a un énorme sujet autour des carrières. Tout ce que je te raconte depuis le début sur il faut raconter, il faut montrer que c'est un sujet avec des humains pour des humains. Je trouve que c'est pas encore palpable sur les sujets métiers. Et j'ai plein d'étudiants et d'étudiantes qui m'écrivent en me disant t'as travaillé dans l'alimentation, t'as travaillé à Change Now, comment t'as fait pour trouver ton job, comment tu fais pour savoir que c'est pas du greenwashing, des mensonges, etc. Et donc au tout début je fais des petites visios, c'est le Covid donc on est tous sur Zoom et je dis tiens fais voir ton CV, tiens t'es fort en finance, tu pourrais faire de la finance responsable, t'aimes le marketing, il y a des entreprises qui recrutent en marketing. Et à un moment, je me dis, tiens, comment passer à l'échelle mon impact à partir de mes forces, encore une fois, encore l'ikigai. Je sais raconter les histoires, je sais utiliser les réseaux sociaux, c'est parti. Et je pars en sortie du confinement 1 mois avec un sac à dos et une promesse à moi-même. À la sortie de ce mois toute seule en sac à dos, j'aurai une idée. Et voilà, ça a bien marché. En général, quand tu dis un truc et que t'écris un truc, je reviens avec les pépites vertes, très simple, un concept, un micro. Je dois aller à la rencontre de tous les jeunes qui travaillent pour la transition écologique, que ce soit des boulangers, des agriculteurs, des consultants, des entrepreneurs, des acteurs de l'économie circulaire. Je m'en fiche, je veux juste rencontrer celles et ceux qui font dans toute la France. Et voilà, c'est comme ça que les pépites sont nées. T'es partie où pendant 1 mois? J'ai fait la côte, j'étais à Biarritz, ensuite je suis montée à Bayonne, je suis passée à Tours. En fait, j'avais TGV Max, la belle époque quand j'étais une jeune qui avait une carte illimitée. Et en gros, j'allais sur TGV Max et je voyais où j'avais des billets gratuits et j'allais là. Et t'allais à la rencontre déjà des gens? Non, de moi. T'étais juste à la rencontre de une moi. Introspection. J'écrivais, j'allais dans des cafés, j'allais au bord de la mer, j'allais là où ça m'inspirait. Pour me rencontrer, me comprendre, trouver mes idées, être seule, parce que j'avais été confinée avec mes parents que j'adore, mais là j'avais besoin d'être un peu seule. Ouais, et voilà, les idées sont arrivées au fur et à mesure. Et ces hommes, ces femmes justement qui sont en train de transformer les choses, c'était ça la clé en fait, c'est d'expliquer à tout le monde que quel que soit le métier que tu peux faire, que tu fasses effectivement de la finance, du marketing, de la com, que tu sois boulanger, fleuriste, tu peux arriver à faire ton métier autrement. Il y avait une phrase à Change Now à un moment dans une des éditions qui disait nous sommes des personnes ordinaires qui faisons des choses extraordinaires ou quelque chose comme ça. J'avais adoré et je trouvais ça dommage que dans les podcasts, à la télé, on reçoive que les fondateurs et fondatrices de start-up à impact. Maintenant, je suis devenue une fondatrice, donc je suis contente qu'on m'en note. Mais à l'époque, je me disais, c'est dommage, derrière, il y a plein de gens, il y a plein de salariés. Et pour moi, qui ai 22 ans, c'est dur de me projeter dans une carrière qui ne soit pas celle d'une entrepreneuse parce que j'ai pas de médias pour mettre en lumière les salariés. Et donc, j'ai créé ce média. Et ouais, c'était ça le message. Ces boulangers bio au Pollet que j'avais rencontrés, qui sont jumeaux, un comptable et un boulanger. Ils étaient pas très connus, mais j'étais là, mais il faut qu'on raconte votre histoire, de pourquoi vous avez
quitter l'industrie de la boulangerie un peu néfaste pour créer votre boulangerie à vous, dans votre campagne. Et ouais, j'étais animée par l'envie de rendre visibles les vrais gens, en fait, parce que je pense que c'est ça qui nous manque pour embarquer plus de personnes. On peut pas avoir toujours les mêmes personnes qui parlent, c'est pas représentatif, ça crée le fossé entre ceux qui parlent à la télé et puis ceux qui votent. Et c'est là, justement, où ça peut faire la différence. C'est vrai qu'on ne le sait pas forcément pour les boulangers, peut-être que tu peux le raconter, mais une baguette, 50% de la baguette, en fait, le problème vient du blé. Et il faut décarboner, justement, cette industrie autour du blé. C'est, j'imagine, en partie ça qu'ils ont pu mettre en place. C'est ça, et puis c'est comment tu choisis qui fournit ton blé, comment tu fais du zéro déchet, et puis l'air de rien, tu dis aux gens, si vous venez avec votre sac, je vous enlève 5 centimes sur la baguette. Enfin, c'était, encore une fois, c'est juste du bon sens. C'était même pas la boulangerie écolo, c'était la boulangerie saine, en fait. et je m'étais dit, waouh, c'est juste ça le sujet, remettre du bon sens, de la pédagogie, de la discussion. Et ça m'a vraiment marqué à chaque fois que j'ai rencontré chacun des humains que j'ai mis en lumière. Je me suis dit, en fait, c'est juste du bon sens. Est-ce qu'il y a d'autres histoires qui t'ont marqué en particulier, d'autres rencontres qui ont été un peu déterminantes quand tu as lancé ton média? J'avais fait aussi une super vidéo à Laval avec une jeune qui sortait d'une école d'agro et qui était responsable de trouver des solutions pour enlever le plastique dans les cantines, parce qu'il y a une loi qui est passée en France, qui est la loi AGEC, je crois, et qui invite toutes les collectivités à supprimer le plastique autant que possible dans la restauration collective. Très bien, la loi passe. Maintenant, comment on coordonne toutes les parties prenantes pour faire en sorte qu'on passe du plastique à l'inox? Comment on choisit l'inox? Enfin, en fait, c'est des sujets hyper opérationnels, peut-être même un peu techniques, voire un peu ennuyeux, mais ça concerne la santé des petits élèves dans les cantines. Pareil, c'est le sujet. Enfin, c'est un sujet qui parle aux gens. Les parents, ils veulent que leurs petits-enfants, ils mangent pas de plastique, en fait. Et je m'étais dit, oh là là, c'est tellement logique. Bon, on est encore une fois sur les 2 exemples que j'ai faits dans des trucs très alimentation. C'est ton sujet depuis l'enfance, quand même. Je fais pas exprès, mais je pense que c'est parce que ça fait vraiment partie des choses qui nous embarquent. Quand tu as lancé les pépites vertes, ça a été quoi le plus difficile au début? Est-ce que ça a été assez simple à mettre en place ou au contraire, tu as rencontré quelques obstacles? Non, tout a été facile parce que j'ai été animée par une énergie inexplicable, un peu magique qui venait de mes tripes. Les choses ont commencé à se complexifier quand j'ai commencé à en faire un projet d'entreprise, recruter des salariés, avoir des stagiaires et sortir de Claire, la créatrice de contenu. Claire qui éclaire les gens, à Claire qui gère des humains, des partenaires, des clients. Et là, ça a été très désagréable parce que là, typiquement, j'étais pas au milieu de mon ikigai. Donc, j'en suis revenue. Aujourd'hui, je travaille avec des freelances et j'ai décidé de ne plus employer des gens. Et ça a été très dur parce que en fait, j'ai suivi le modèle de mes amis entrepreneurs à impact avec une croyance. Si tu veux être une bonne entrepreneuse, tu dois créer de l'emploi. Tu dois créer de l'emploi durable. Parce que c'est ça, en fait, le vrai sujet de l'économie réelle, c'est les emplois. Tu parles des emplois, donc crée des emplois. Et j'étais vraiment persuadée que c'était la chose à faire. Et quand je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas ni à ma vision, ni à mon projet, ni à ma manière d'entreprendre, là, c'était très violent parce que j'ai dû dire à mon équipe, en fait, non. Oups. Ça va pas marcher. Déjà, le modèle économique, il est complexe parce qu'il repose sur combien de vidéos et combien de conférences on vend à nos partenaires et j'arrive pas à faire passer ça à l'échelle. Et ensuite, moi, je suis en train de sortir de ma zone de génie qui est raconter des histoires, mettre en lumière les gens parce que je deviens chef d'entreprise, dirigeante. Et donc, j'ai tout expliqué comme je te l'explique là et ça s'est très bien passé, mais ça a été très, très, très douloureux. Pourquoi douloureux? Parce que j'ai eu l'impression d'échouer. J'ai échoué. D'ailleurs, c'était pas une impression. J'ai échoué. J'ai dit à des gens, je vais te recruter en CDI. Je les ai pas recrutés. Et tout le modèle, toutes les croyances que j'avais autour de c'est quoi être une bonne entrepreneuse sont effondrées. Et j'ai eu honte. Je me suis dit que j'étais pas à la hauteur, Et en fait, maintenant, 1 an après, je me dis, en fait, waouh, j'ai juste été courageuse, je me suis écoutée, j'ai créé quelque chose de plus aligné, et à la fin, tout le monde était content. Mais sur le moment, je suis sortie du cadre logique et c'était pas évident. À ce point-là?
Ouais, là, j'ai fait des insomnies, j'ai perdu du poids, enfin, je pleurais énormément. Je me suis dit, waouh, raté ma grande. C'est un peu la première fois, mais là, raté. Ça doit être dur, avec cette croyance aussi forte que tu portais, j'imagine, effectivement, d'avoir ce sentiment d'avoir raté, alors que si jamais nous, d'un point de vue extérieur, on prend du recul sur ce que tu as fait, on trouve déjà que c'est immense. Mais toi, tu as vraiment ce sentiment d'échec personnel. C'est ça qui est difficile. Et je le nomme échec parce que on me dit souvent, non, mais c'est pas un échec, t'as appris. Bon, on ne perd ça jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Bon, ouais. Il y a des trucs qu'on rate, il y a des trucs qu'on rate. Enfin, à l'inverse, moi, je préfère dire quand j'ai échoué. Dire à quelqu'un, je vais te recruter, à 2 personnes, je vais te recruter en CD et pas les prendre, pardon, c'est un échec. C'est pas grave. Mais on n'est pas pour ce mytho. Donc, ça, c'était dur, surtout quand j'étais toujours la première de la classe, syndrome de la bonne élève, toujours polie, toujours asserviable, machin. Bon, raté, ok. Et en fait, je crois que c'est là que ma vie a commencé. Ah, on a le droit d'échouer dans la vie, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper, même dans nos relations, on a le droit de dire pardon, excuse-moi, là, je t'ai mal parlé. Et là, du coup, ça fait 1 an que je découvre la vie d'après, quoi. La vie où être triste, c'est ok, être en colère, c'est ok, se tromper, c'est ok. Waouh! Ah ben, je sais pas, genre, je reprends un peu de légèreté. J'enlève la pression, je la mets à un autre endroit. Tout est plus doux, mes relations interpersonnelles sont plus saines. Vis-à-vis de moi-même, je suis plus gentille. Et bien sûr, j'ai eu beaucoup de coachs et de thérapeutes pour m'aider à vivre ça et à regarder tout ce que j'avais fait et dire, bah, c'est déjà pas mal. Et quand tu iras mieux, tu relanceras un truc et voilà, mais... Donc ouais, maintenant, je le dis avec le sourire, mais à l'époque, c'était un peu complexe. Oui, tu t'es fait aider, tu as dit. Ça veut dire que quand on a ce sentiment d'échec, il faut pas hésiter à aller demander de l'aide pour retrouver de l'énergie sur un sujet que tu veux porter à ce point-là. Tellement dur de demander de l'aide quand on est persuadé qu'on doit tout réussir toute seule. Quand on veut montrer au monde qu'on peut tout faire toute seule. Heureusement, très vite, dès que j'ai entrepris, j'ai compris qu'il allait me falloir. Moi, je disais que j'étais une athlète de haut niveau et que j'avais besoin du nutritionniste, du coach sportif, voilà. Donc, je me suis vraiment créé ma petite constellation. Et c'est vrai que j'ai eu aucun problème à me faire accompagner sur ça. J'en ai même assez vite, pas assez vite, mais assez parlé sur mes réseaux sociaux. Parce que j'avais pas assez de rôle modèle qui disaient ça, et comme d'habitude quand il me manque un truc, j'ai envie de le créer. Et donc je me suis dit, allez, je raconte l'histoire, je raconte l'aventure, je monte les coulisses, ça aidera peut-être d'autres gens à se rendre compte que la vie n'est jamais toute simple et le chemin n'est jamais tout tracé. Et la vulnérabilité, en fait, je crois que ça fait partie des compétences dont on a plus besoin dans le vrai monde et dont on manque, dont nos leaders manquent pour nous aider à s'embarquer à leur côté. Tu te sens comment aujourd'hui ? Beaucoup. Le mot, c'est la paix. Tout le travail que j'ai fait sur moi, et ça revient à un début de notre discussion de est-ce que j'ai abandonné, est-ce que je dois être à Paris, est-ce que je dois être auprès de ma famille. En fait, tout ça, c'est juste, on a plein de bouts dans nous. C'est ça qui est trop beau. Et on commence à devenir nous-mêmes quand on décide de les mettre tous côte à côté, d'arrêter de faire du conflit. Et le conflit à l'intérieur, c'est celui qui fait le conflit à l'extérieur. Et donc, j'ai dû travailler à fond sur mon conflit à l'intérieur et faire la paix entre Claire qui veut que ce soit excellent et Claire qui doit dormir. Et j'aurais dit, mettez-vous côte à côte sur le canapé. On va discuter 2 secondes. On va discuter 2 secondes. Claire qui veut que ce soit excellent, merci d'être là parce que tu me fais faire des bouquins avec Erol. Allô, qui fait ça. Claire qui a besoin de dormir. Merci parce que toi aussi tu me fais faire des bouquins parce que comme on dort, on peut faire des bouquins. Donc faites la paix. Et donc tout le travail, et je sais que ces discours sur la paix intérieure et l'écologie intérieure, pour certaines personnes, ils sont un peu chiants, mais en fait, je crois que c'est le seul sujet. La paix intérieure, elle va permettre des relations interpersonnelles plus saines et des modèles d'organisation plus sains. Et en fait, on va arrêter de reprocher aux autres ce qu'il y a comme problème à l'intérieur de nous. Et donc, aujourd'hui, je suis sur ce chemin de paix, même si je parle encore vite. Mais, et ça fait du bien. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus lent. T'as l'impression, en fait, que lorsqu'on veut se lancer dans un métier qui a du sens et donc d'essayer d'utiliser ses compétences pour travailler sur la transition écologique, on se met beaucoup plus de pression. Et lorsqu'on n'arrive pas forcément à atteindre l'objectif, c'est là où la chute est plus douloureuse. Tu as le sentiment que c'est parce que tu avais fait ce choix-là qu'il y a eu cette bascule ? 100%.
Mon histoire, je la raconte aussi parce que je l'ai vue en discrétion auprès de plein de jeunes que j'ai croisés qui se mettent une pression énorme sur les épaules. Normal, encore une fois, on rentre dans notre combat par des trucs si forts, que ce soit la colère, la honte, l'indignation. On se dit, je vais contribuer, je vais aider, je vais faire partie de ceux qui... Et c'est pour ça que le livre s'appelle « Je bosse pour la planète », parce que je veux y aller. Ok, fine. À un moment dans le livre, je dis... Pardon, juste pour te prévenir, si tu t'arrêtes de travailler une semaine, la Terre tourne encore. Et la transition écologique, elle suit son chemin, même sans toi. Ça veut pas dire qu'il faut pas y aller, ça veut dire qu'il faut pas se surresponsabiliser. Pourquoi ? Parce que ta santé mentale et physique, c'est ton véhicule pour un engagement durable dans tous les sens du terme, durable dans le temps et durable pour la planète. Et donc, tant qu'on n'a pas conscientisé ça en tant que petit humain, on se crame, on met l'énergie au mauvais endroit, on est persuadé que travailler plus égale plus d'impact. Non, parfois, faire une sieste égale plus d'impact parce que plus de lucidité. C'est quoi le conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer ? J'aurais envie de dire d'apprendre à écouter qui il est ou elle est vraiment et de oser. C'est un peu nul, hein, tout le monde dit oser, mais pardon, c'est pas pour rien que tous les podcasts disent oser. C'est le seul frein, ne pas oser. C'est le seul frein à ne pas y arriver. Si on n'ose pas, il se passe rien. Donc, et en même temps, si on fait pas, de toute façon, il se passe rien. Exactement. Donc, autant y aller. Exactement. Pourquoi j'ose pas ? Savoir se demander quelles sont mes peurs. Est-ce que j'ai peur d'échouer? Est-ce que j'ai peur de réussir? Est-ce que j'ai peur du regard des autres? De quoi j'ai peur? Est-ce que je peux regarder cette peur, encore une fois, la mettre sur le canapé et lui dire, bon, ma grande, ça te va, on va tester juste 2 secondes un truc. Si vraiment tu vois qu'il y a un vrai risque, on n'y va pas. Mais si jamais, en fait, c'était une croyance, on y va, ok, et du coup on y va, et la peur est là. Le cerveau, en fait, il a juste peur du changement. Quand il voit que l'action et le changement ne mettent aucun risque vital sur la table, il est là, ok, on y retourne. Enfin, et c'est normal, c'est comme ça qu'il est créé pour nous protéger. Mais il faut vivre avec lui et lui dire, bon, il y a des fois, je suis désolée, mais cette peur et cette croyance, elles sont désynchronisées de ce que je dois faire maintenant. Donc, allez-y à 300%. Oser. Et justement, dans ton livre, donc c'est « Je bosse pour la planète », j'ai eu la chance du coup de l'avoir, et tu donnes plein de conseils, mais surtout c'est vraiment un guide pratique, c'est-à-dire qu'on peut noter des choses, c'est cette quête, cette réflexion que tu évoques quand toi t'es parti avec ton sac à dos pendant 2 mois pour réfléchir à faire des pépites. C'est ça, en fait, c'est le résultat de ce mécanisme-là que tu as utilisé pour toi, que tu as voulu retranscrire? Oui, en fait, moi, j'écris depuis très longtemps et j'écris, vraiment, je te l'ai dit, avant de partir un mois, j'ai écrit, trouvé un projet. Je suis revenue un mois, j'avais un projet. Bon, je me suis dit, la puissance de l'écriture, la puissance de l'intention, pourquoi tout le monde n'écrit pas ses rêves, ses peurs, ses croyances? Parce que ça a tellement bien marché pour moi qu'il y a un monde où ça marche aussi bien pour les autres. Il y a un tableau là, ce qui te fait peur, est-ce un vrai risque, ce dont tu as besoin, il y a un premier petit pas. Exactement. Qui va vraiment par étapes à chaque fois. Et donc, quand mon éditrice m'a dit, on peut faire un livre, j'ai dit, ok, mais il faudra que ce soit le plus concret possible, parce que je veux que les gens grattent dessus, surlignent, reviennent le lire 6 mois plus tard pour voir où ils en sont. Et donc, j'en ai fait un carnet à ma manière, en fait. Oui, c'est ça, c'est un vrai carnet prêt à utiliser si jamais on veut se lancer. Les jeunes qui viennent te voir, qui te demandent des conseils, c'est quel profil? Il y a tout. En vrai, j'ai eu vraiment la chance de rencontrer tout type de profil. Il est vrai quand même que comme j'ai fait des grandes études, je suis plus proche d'une communauté qui a fait des grandes études. Parfois encore aussi dans les reproches que je reçois, il y a ça. Est-ce que c'est pas un truc d'élite ou que pour les CSP+, ou que pour les personnes qui ont fait un bac +5? À ça, j'ai un peu 2 réponses. La première, c'est encore heureux que je surresponsabilise les gens qui ont fait des grandes études à être très vigilants à leur choix, parce que ils font partie des rares jeunes de France à pouvoir choisir. Donc, grosse responsabilité. Donc, allez-y, ceux qui font des grandes études, posez-vous par 2 fois la question de ce que vous allez faire de votre diplôme. Deuxième chose, j'ai rencontré des jeunes qui n'avaient pas le bac. J'ai rencontré des jeunes qui faisaient un BTS, qui faisaient un BPREA, qui faisaient des formations courtes et
qui choisissaient les métiers de la transition écologique parce qu'ils avaient ça dans le cœur. Donc voilà, ne mélangeons pas non plus, encore une fois, la surmédiatisation des étudiants de grandes écoles qui invitent à bifurquer, à déserter, et c'est très bien, et celles et ceux qui ont ça dans le cœur et qui se décident de faire des études courtes et qui quand même trouvent des métiers de la transition écologique. Sur ça, par exemple, il y a une association qui est géniale qui s'appelle les écoles Être et qui aide les personnes en décrochage scolaire ou avec des problèmes d'insertion pro à utiliser la transition écologique comme un vecteur de réinsertion dans les métiers du travail. Donc ça existe en vrai. C'est-à-dire que c'est quoi concrètement un métier, la transition écologique ? Ébéniste, par exemple, maraîcher avec des pratiques plus responsables, mais aussi responsable marketing pour une entreprise à impact, responsable plaidoyer pour une association, qu'est-ce que c'est, vendeur dans une épicerie bio, voilà, c'est tout ce qui en fait va faire du sens et va contribuer à accélérer la transition écologique, donc à avoir un impact positif ou réduire l'impact négatif de l'organisation. Et donc là, ça va être plutôt les métiers de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui sont dans des organisations traditionnelles. Je pense à une amie qui s'appelle Alexandra Ferré, qui est directrice de l'impact chez Yves Rocher. Très bien, Yves Rocher produit de la cosmétique. Comment est-ce qu'on réduit l'impact de la cosmétique? En partant du principe qu'on va continuer à acheter de la cosmétique demain parce qu'on se maquille depuis la nuit des temps. Voilà, c'est hyper varié. Et c'est pour ça qu'il y a 37 exemples dans le bouquin pour dire, en fait, le sujet, encore une fois, c'est où es-tu au centre de ton ikigai? Quel est le secteur qui t'anime? Quelle est la problématique environnementale qui t'énerve? Et quelle est la structure qui pourra t'accueillir avec du sens? Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour travailler dans des grandes entreprises, pas moi. Et il y a des gens qui sont faits pour travailler dans des assos. Et voilà, ça, c'est encore une fois très lié à la personnalité de chacun. C'est-à-dire que peu importe où tu es, le métier que tu choisis, tu peux quand même travailler différemment et c'est là où tu leur donnes les outils pour. Ouais, tout à fait. Tu dis à chaque fois centré au milieu de ton ikigai. Ouais, c'est ça. Ikigai, ouais, tout à fait. C'est quoi? C'est ce que je disais, c'est ces 4 blocs, c'est ce que j'aime, ce que je sais faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payée. Et en fait, c'est un concept japonais, c'est hyper simple, c'est vraiment que 4 cercles. Et puis je le décline dans le livre, mais dès que je suis un peu perdue ou que je suis dans une zone de flou, hop, je me repose ces questions-là et je me dis tiens, comment trouver mon bon endroit? Et tu le disais au tout début dans ton intro, ça prend du temps. Hein. Le conseil, c'est oser, mais c'est aussi apprenez à être patient. Enfin, la route est longue, les institutions mettent une éternité à se transformer, les grandes entreprises aussi. Bon, on trouve pas direct. Et dans le livre, je dis en intro, je suis pas là pour te dire que ça va être facile. Je suis là pour te dire que ça va être possible, qu'il y a un chemin, que tu peux suivre ce chemin, mais qu'il va y avoir des obstacles. Il y a des jours où tu seras démotivé parce que des lois ne passent pas ou des lois passent. Voilà, c'est long. Mais c'est la vie, non? Genre, c'est jamais simple, c'est jamais évident. C'est ce qui rend le truc un peu marrant, peut-être même. C'est le challenge. En tout cas. Mais est-ce que tu te sens seule, parfois, dans ce combat? Oui, tellement souvent. En plus, je suis dans une bulle. J'ai créé une bulle. La bulle, mon métier, c'est d'aller à la rencontre des gens qui font des choses écolo. Je suis pas sûre qu'on soit hyper représentatif de tous les métiers en France et dans le monde. Donc, je suis dans une bulle. Dès que je sors de ma bulle, je me sens seule. En tant qu'entrepreneuse, je me sens seule parce qu'en même temps, je dois me demander quelle est ma mission, quelle est mon offre, quels sont mes messages, quel est mon contenu, quel est mon business model, qu'attend mon comptable, quels sont les justificatifs que j'ai oublié de mettre sur Internet. Tout ça. Et du coup, franchement, il y a des moments où c'est dur. Donc très vite, à chaque fois que je me sens seule, j'appelle les copains entrepreneurs, j'appelle les gens de confiance, mes mentors qui peuvent m'aider, retrouver la clarté, la joie. Je passe du temps avec ma famille pour sortir de ma solitude. Et ma solitude, je l'adore, mais quand elle est choisie et quand c'est pas un isolement. Et dès que ça devient un isolement, c'est mauvais signe en termes de santé mentale. Quand je commence à refuser les invitations, etc., c'est des petits signaux de mon corps qui me disent attention, parce que c'est pas non plus 100% de ta personnalité de te déconnecter.
Donc voilà, j'oscille. La solitude choisie, c'est bien parce que ça me régénère. L'isolement, attention, parce que c'est là qu'on se déconnecte de soi et des autres. Donc la solution, c'est de s'entourer. Ouais, s'entourer. Créer des collectifs de pairs. Donc moi, par exemple, j'ai 2 à 3 amis entrepreneurs que je sollicite très régulièrement, peut-être même toutes les semaines, sur des questions, un peu en mode compagnonnage. J'ai des coachs et j'ai des mentors. Et j'ai encore une fois constitué cette équipe comme si j'étais une sportive de haut niveau, en toute non-humilité, qui a une constellation d'aides à mobiliser en fonction des besoins. Et qui du coup se sent seule, mais pas si seule parce que ça fait du bien de se dire je suis si seule, mais pas si seule parce que les autres sont jamais très loin. J'ai lu que tu avais dit justement qu'on n'était pas la génération qui allait changer le monde, mais celle qui peut agir maintenant. En fait, j'étais aux rencontres économiques d'Aix, invitée avec des dirigeants, et on me disait beaucoup alors les jeunes, vous allez changer le monde, etc. Et moi, le sujet, c'est pas la génération, quelle génération. Là, on est une génération de gens vivants, et c'est Obama qui dit on est probablement la dernière à pouvoir agir sur les enjeux du dérèglement climatique. Et le seul sujet, c'est qui est vivant maintenant pour agir pour demain. C'est pas quel âge t'as, est-ce que t'as du pouvoir, est-ce que, en fait, et j'avais une conférence géniale avec des personnes à un profil beaucoup plus senior samedi dernier qui disaient waouh, la jeunesse c'est hyper impressionnant, on se rend pas compte, nous on se sent trop vieux. Non, c'est faux. Et ça replace une responsabilité très forte. Déjà, ça nous surresponsabilise. Et le sujet, c'est l'intergé. Les personnes qui sont à la retraite aujourd'hui, elles ont plus de pouvoir d'achat. Elles ont par exemple, c'est trop drôle, il y a une dame qui est venue me voir qui m'a dit en vous écoutant, je me suis dit que je pouvais peut-être ouvrir une de mes chambres qui est pas utilisée à un entrepreneur du changement qui aurait besoin d'un logement localement. Bah ouais, vous avez des moyens, vous avez des infrastructures que nous on n'a pas parce qu'on est jeunes et qu'on n'a pas encore toutes les ressources financières que vous avez acquéries au cours de votre carrière. Donc le sujet, c'est l'intergénérationnel et c'est capitaliser sur les forces de tout le monde. Tu as écrit le livre Je bosse pour la planète pour ceux qui cherchent leur place. Mais c'est quoi aujourd'hui trouver sa place? Est-ce que tu l'as trouvée, la tienne aussi? L'autre fois, je faisais une conférence et il y a quelqu'un qui me dit à vous entendre, j'ai l'impression qu'on ne trouvera jamais vraiment notre place parce que on doit toujours se demander est-ce qu'on est vraiment dans notre ikigai et on veut toujours plus d'impact, plus de sens. Est-ce que c'est pas un peu triste? Et je lui ai répondu moi je trouve ça génial d'avoir la chance de pouvoir se poser cette question. Et Dieu sait que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se poser cette question. Et donc, quand on peut, on a la responsabilité de se la poser. Donc, oui, peut-être je me pose trop de questions. Je suis tout le temps en quête de la justesse, du bon endroit. Moi, ce que je cherche juste, c'est mon bien-être à l'intérieur parce que je suis persuadée que si j'ai plus l'anxiété ou la lutte et le conflit interne, je vais pouvoir commencer à rayonner, impacter positivement le monde, mes parties prenantes, mes partenaires, mes abonnés. Donc, être à la bonne place, c'est se sentir bien, c'est se sentir juste, c'est être à l'écoute de ses émotions agréables, désagréables, et c'est s'autoriser à aller chaque jour un peu plus loin sur l'ambition et l'audace pour pouvoir impacter plus à l'extérieur. Donc ça commence vraiment dedans, et après ça permet à plein de gens peut-être qui écoutent ce podcast et qui se disent tiens moi aussi j'ai le droit en fait. Parce qu'on n'a pas besoin d'être parfait. C'est ça qu'il faut quand même préciser. Il y a cette pression à devoir être parfait dans l'engagement, entre guillemets, alors que c'est juste, avant tout, un effort de société, d'avoir envie de savoir dans quelle société on a envie de vivre et comment est-ce qu'on veut faire partie, en fait, de cette société. C'est ça la question. On ne pourra pas être parfait. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de parfait? Pas moi. En tout cas, je peux vous dire que c'est pas moi. Non. Et cette obsession à être hyper juste, hyper pure, hyper écolo moi, j'étais à un moment, et je le dis dans le bouquin, j'achetais une bouteille d'eau, genre je la cachais et j'avais honte et j'espérais qu'il y avait un abonné qui allait me voir quoi. Et alors que j'avais méga soif et que j'avais oublié ma gourde en fait. Et à un moment je me dis mais attends mais Claire juste tu vas pas mourir de soif
Enfin, ça devient complètement. Tu parles de sens tout le temps, ça n'a pas de sens. Ton histoire de pas pouvoir prendre de l'eau, enfin, à l'eau. Et du coup, Nabila sort de ce corps. Non, mais, pardon. Mais... Alors, je précise que juste avant l'interview, elle m'expliquait justement qu'elle faisait du stand-up en ce moment au cours Florent. C'est vrai. Et l'idée, c'était vraiment de faire le truc à côté, et ça marche. Tu vois, je savais venu. Pour que le message soit encore plus impactant à faire passer. Que les gens s'en rappellent et qu'ils se disent pourquoi elle cite Nabila quand elle parle d'eau. Donc non, pas de pureté, du juste. Tous les jours, accord Toltec, je fais de mon mieux. Faire de son mieux, c'est déjà énorme. Et tout le monde le fait pas. Donc faire de son mieux et être bienveillant avec soi-même, parce que personne ne le sera pour nous. Hein. Les gens, ils sont parfois là à critiquer, etc. Voilà, être son meilleur ami, ça veut pas dire être dans le laisser aller, etc. Et enfin voilà, c'est juste trouver l'harmonie entre son exigence et sa bienveillance. C'est quoi la suite pour les pépites vertes? Waouh. Alors déjà, il faut savoir qu'en parallèle du média, j'ai cofondé une asso qui s'appelle le Club des Pépites parce que je voulais absolument trouver un espace juridique qui ne dépende pas de ma personne pour que ça fonctionne, toutes ces personnes que j'avais croisées. Et j'étais persuadée que si c'était dans mon entreprise, ça pouvait pas tenir dans le temps. Alors qu'une asso, il y a une gouvernance partagée, c'est renouvelable, on a des bénévoles qui s'engagent, on a des antennes partout. Et donc ce club des pépites, il fédère les jeunes professionnels de la transition écologique, il porte des projets territoriaux et c'est vraiment un bonheur de voir l'asso grandir, que j'ai une jambe cassée ou pas. Pour le moment, j'ai pas de jambe cassée. Donc ça, c'est sur la partie Club des pépites et réseau. Sur les pépites vertes en tant que telles, je suis en fin de cycle et je me pose la question à nouveau, parce que oui, je me pose trop de questions. Mais où est le juste et comment est-ce que je peux avoir un impact qui soit connecté à qui je suis aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire et ce dont le monde a besoin. Donc pour ça, il va y avoir une petite pause. Et donc je pense que d'ici la fin de l'année, j'aurai réussi à savoir comment consolider l'offre actuelle des pépites vertes ou même transformer l'offre actuelle des pépites vertes. Ce qui est évident, c'est que ce sera toujours sur les sujets de récit, d'incarnation, d'histoire, parce qu'on rentre dans une bataille culturelle et que les sujets écologiques, comme je l'ai raconté tout au long, eh bien méritent des nouveaux narratifs. On doit aller plus vers l'humain, plus vers la santé, plus vers les territoires, vers les vrais gens. Et j'aimerais beaucoup que les pépites puissent contribuer à ces discours, à ces créations de discours-là. Mais pour ça, avant, je crois que j'ai juste besoin de partir en vacances. Tu vas repartir avec ton sac à avec dos mon sac à pour dos. revenir avec plein d'idées nouvelles. On va juste finir cette interview. C'est des questions clés que je pose à chaque invité. Okay. Tu me dis spontanément ce que tu as envie de me raconter quand je te donne la phrase. Si je te dis vers demain, tu penses à quoi? C'est nul, mais j'ai eu verre d'eau. Ouais, en fait, vers demain, c'est déjà là. C'est ça le sujet. C'est déjà aujourd'hui, ça existe. Exactement. Il faut pas se dire que c'est demain, c'est aujourd'hui. Chez toi, est-ce qu'il y a un objet qui te ressemble particulièrement, qui raconte Claire? Oui, mon carnet. Il est vert, évidemment. Et mon carnet, mon crayon. C'est impossible de me voir sortir de chez moi sans carnet et sans crayon. Je pense que je suis née avec un carnet et un crayon. Faudrait demander à ma maman. On lui posera la question, attention. Est-ce que tu préfères qu'on dise de toi que t'es inspirante ou utile? Utile, évidemment. Tant mieux si j'inspire, mais le but, c'est d'être utile. Tu échangerais ta vie pendant 24 heures avec quelqu'un. Tu choisirais qui et pourquoi? Je choisirais qui? Ouah, c'est hyper dur. Juliette Armanet. Et pourquoi? Parce que il y a une troisième personne sur le canapé qui est Claire l'artiste, et qui demande à émerger un peu plus en ce moment, et qui a besoin de créer, d'écrire, de faire des blagues sur des plateaux. Et j'aimerais bien voir la vie d'artiste pendant 24 heures. Et puis Juliette vient de faire un film incroyable qui s'appelle Partir un jour, qui m'appelle beaucoup parce qu'elle revient dans sa famille, voir son papa et sa maman. Et il y a toute cette histoire qui m'appelle beaucoup. Le monde en 2050, selon toi, en 3 mots? Amour, solidarité, entraide. Ça fait un peu la même mot, mais bon, c'est le seul sujet. Un rêve un peu fou que t'as pas encore osé lancer, ou un petit défi que tu gardes au chaud? Un spectacle. Bon, on le dit pas.
Tu vas faire un stand-up peut-être sur l'écologie, mais les humours et écologie. En fait, c'est même pas que l'humour, parce que c'est ce que je disais. Si j'arrive un jour à faire un spectacle où il y a de la colère, de la tristesse, et qu'on finit sur la joie et l'envie d'agir, ça, c'est un de mes rêves, ouais. Tu réécoutes cette interview dans 10 ans. Tu te dis quoi? Est-ce que tu pleures, tu rigoles, ou tu te dis « Oh, c'est pas si mal en fait. J'ai fait un beau parcours ». Je parle souvent avec Mini-moi, qui a 7 ans, et Maxi-moi, qui a 45 ans. Donc Maxi-moi, elle dirait franchement, meuf, c'est déjà pas mal, tu peux te fier de toi. Et à ceux qui veulent se lancer dans la transition écologique, t'aimerais leur dire quoi? On y va. Il n'y a plus de questions à se poser. On y va. On revient au mot du début, oser. Oser. Merci Claire. Merci. Vous venez d'écouter Claire Pétraud et les Pépites Vertes, une jeune femme qui a décidé de faire entendre toute une génération. Alors pas celle qu'on montre justement dans les pubs ou dans des classements, mais celle qui cherche du sens, qui se plante parfois, qui doute souvent, mais qui avance malgré tout. Claire a lancé un média, une communauté, un vrai temps plein donc pour cette nouvelle génération qui avance. Elle crée du lien entre celles et ceux qui cherchent encore leur façon d'agir et surtout elle leur envoie un message fort. Tu as juste besoin d'y croire assez pour essayer. Alors peut-être que demain on arrêtera de dire que les jeunes sont paumés, peut-être qu'on comprendra qu'ils sont déjà en train d'inventer un autre modèle, un modèle plus juste, plus vivant et surtout plus humain. Merci Claire. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés parce que parfois, entendre une histoire, c'est déjà faire un premier pas vers demain.